Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il y a quelques jours, on m'a demandé s'il était possible, dans le cadre de l'émission Miséricorde, de traiter de la question, de la thématique de la lutte anti-drogue. Évidemment, la réponse fut automatique. Vous connaissez tous le verset 29 de Surat Nisa. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Car toucher à la drogue, c'est une forme de suicide. Un suicide social, mais aussi un véritable suicide, puisque une grande partie de ceux qui touchent à la drogue, en tout cas les pourcentages sont importants, finissent par mourir soit d'une overdose, soit dans des guerres de clans ou dans la lutte entre les réseaux criminels et aussi dans les réseaux de prostitution. C'est tout cela aussi la drogue, lorsqu'on parle de drogue. La taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahiman. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi wa yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifan. Lorsqu'on touche à la drogue, on oublie que Allah yuridu an yukhaffifa ankum. Pourquoi? Parce que l'être humain est faible, faible devant la tentation, faible devant les aléas de la vie, faible devant les difficultés, faible devant l'injustice sociale. Car lorsqu'on parle de la drogue, on oublie souvent qu'il s'agit d'une représentation de l'injustice sociale. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans Surat Nisa, dans le verset 27, Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'aziman. Un autre visage de la drogue est celui de ceux qui suivent leur passion illicite, ceux qui veulent suivre leur strict intérêt, leur intérêt restreint, se remplir les poches, remplir leur compte bancaire. Cela voudrait que cet homme faible, l'insan da'if, s'incline et tombe totalement dans l'illicite, dans la consommation de la drogue. Parlons de quelques chiffres. Alors pour l'année 2022, lorsqu'on parle de trafic de drogue, de l'industrie du narcotrafic, on parle de 22 kilos de cocaïne, en Algérie bien sûr, de 5 tonnes de cannabis, de 7 millions de comprimés psychotropes. Rien que pour le premier trimestre 2023, nous sommes déjà à la saisie de près de 3 tonnes de cannabis, de 17 kilos de cocaïne, d'1 kilo d'héroïne et de 3,5 millions de psychotropes. Une véritable industrie qui représente الذين يريدون أن يتبعوا الشهوات. Faites le calcul vous-même. Lorsqu'on parle de drogue, alors lorsqu'on transporte, alors parlons de ceux qui transportent la drogue. Ceux qui transportent la drogue via les frontières sont payés pour ce transport-là, pour ce trafic-là, à partir de 10 000 euros. On parle de 10 000 euros minimum. L'industrie de la drogue, c'est aussi plus de 100 000 trafiquants. Il s'agit aussi lorsqu'on parle d'1 gramme de cocaïne, on parle de 40 000 dinars minimum. L'héroïne, 1 gramme d'héroïne, c'est 17 000 dinars. Les comprimés se vendent minimum 800 dinars. Et puis, la fameuse drogue des quartiers pauvres, appelée tchouchna, elle est vendue entre 10 000 et 26 000 dinars. Professeur Issa Belmeki, professeur Issa Mtouad Alibi, salam alaikum. Professeur Belmeki, pourquoi il est toujours aussi difficile de lutter contre la drogue? Vous l'avez dit dans votre introduction, la drogue, c'est aussi de grosses sommes d'argent. Donc la drogue, c'est une industrie, vous l'avez bien dit, c'est une industrie qui génère beaucoup d'argent. Et le problème, c'est que c'est une industrie productive. La drogue, ça se produit. Et c'est l'une des choses très rares que produisent les pays du tiers-monde. Pourquoi? Parce que les pays du tiers-monde, par exemple, laissons l'Algérie de côté, prenons les pays qui produisent ces choses, par exemple les pays asiatiques comme le Cambodge, la Thaïlande, ces pays qui ne sont pas
la Corée du Sud, qui ne sont pas la Chine, mais qui sont asiatiques et qui produisent, parce qu'ils ont dans leur culture la consommation de la drogue. C'est dans leur culture. Et même dans leur biotope. La couverture végétale permet, parce qu'il y a des arbres spécifiques dont la racine donne des produits de coupage, etc. Donc il y a des circonstances culturelles, écologiques et économiques qui font que la production de la drogue et sa consommation est privilégiée dans un endroit plus qu'un autre. Maintenant, le problème, c'est que vous avez parlé aussi de cartel. C'est devenu une véritable industrie, une véritable puissance économique. Parce que le trafic de drogue s'appuie sur de l'argent. Et ce n'est pas de l'argent de poche. Quand on parle du cartel de Medellín en Colombie, c'est un budget d'État. Hein? Et c'est des cartels qui influencent des politiques étatiques. Donc ce n'est pas une mince affaire. Maintenant, pourquoi c'est devenu possible, cette situation? Parce que vous l'avez dit aussi dans votre introduction, qui a été, machallah, exhaustive, la drogue, c'est quoi? C'est d'abord un produit chimique, une substance chimique psychotrope. Et malgré le fait qu'elle soit considérée comme nocive, elle est consommée parce qu'elle permet de dépasser des situations psychiques et psychologiques difficiles. C'est une sorte d'escapisme, comme on dit en anglais, des échappatoires. Surtout pour les gens qui ont des personnalités faibles, qui vivent dans des conditions matérielles déplorables, ils vont se jeter carrément, facilement. Chaque être humain peut se retrouver à un moment ou à un autre dans sa vie dans une situation de faiblesse. De faiblesse, oui. Mais cette bien sûr, il y a d'autres plus que cette situation de faiblesse qui est, ma foi, inévitable, entre guillemets, elle est encouragée par tout un système, c'est-à-dire par une condition économique. Par exemple, cette condition instable par laquelle n'importe qui peut passer, elle peut être létale, c'est-à-dire dangereuse et mortelle, si par exemple cette personne vit dans un pays où il y a beaucoup de chômage, où il y a de la pauvreté, où les gens ne peuvent pas faire autrement que de faire le trafic de drogue pour pouvoir se payer les choses de la vie, etc. C'est-à-dire qu'il y a un contexte économique qui encourage cette situation. Donc les responsabilités sont partagées. Elles sont plus ou moins importantes selon, par exemple, les parties impliquées dans tout ça. L'État est impliqué, le système économique est impliqué, les opérateurs sont impliqués, les opérateurs spécialisés dans ce genre de choses. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, la drogue est devenue une arme de destruction massive. Tout à fait, utilisée dans des processus de guerre. Absolument. Par exemple, sans citer des noms particuliers, l'Algérie, il y a des tentatives de l'inonder, d'inondation de l'Algérie, par du cannabis. Oui. Tout le monde sait d'où ça vient et pourquoi ça se fait, mais là, c'est une utilisation de cette calamité en tant qu'arme de guerre, carrément. Parce que quand vous voulez détruire une société, vous encouragez ce genre de choses. Et évidemment, vous encouragez ce genre de choses à partir d'autres mécanismes. Vous l'avez cité, par exemple la prostitution. Par exemple, les touristes occidentaux, ils se font toujours attraper par de belles jeunes filles, etc., qui les emmènent, etc., et qui les initient à cette consommation de drogue. Et c'est un cercle vicieux, c'est un engrenage. Pas mal de gens tombent dans ce piège à cause d'un engrenage, parce que cet engrenage est rudement bien organisé. Il faut le considérer sous tous ses aspects et sous tous ses angles. La prostitution, la pauvreté est responsable, la gestion politique et économique du pays est responsable, la situation géopolitique et géostratégique du pays est responsable, les aspects moraux, culturels et moraux
joue un rôle important aussi. Donc quand on s'attaque à ce problème, il faut l'attaquer de façon holistique, globalement. Il ne faut pas s'en tenir à la victimisation ou à la responsabilisation à outrance. Par exemple, comme vous l'avez si bien dit, on a tendance à faire des reproches aux consommateurs. Mais en fait, les consommateurs, c'est des victimes. En amont des consommateurs, il y a toute une organisation qui utilise, il y a même des hauts responsables dans tous les États qui se sucrent avec ça. Bien sûr. Il faut le dire. Bien sûr. D'ailleurs, la loi relative à la nouvelle loi qui a été adoptée au début du mois d'avril, qui est relative justement à la répression à l'usage et au trafic de drogue, a introduit de nouveaux articles, notamment une peine de prison qui va jusqu'à 30 ans si l'auteur du méfait est un agent public. Oui. Dont la fonction a facilité ce crime-là. C'est une reconnaissance et enfin on dit que oui, c'est possible qu'il y ait des agents publics qui vont faciliter cela. Le problème, c'est que ce genre de lois ne font pas partie de ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Par exemple, pour vous obliger à changer votre culture, par exemple en matière de mariage, en matière de langue, en matière de référents culturels, on fait coercition. On vous oblige à changer en utilisant ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'ils veulent dire par là que la législation internationale est au-dessus de votre législation nationale. Il y a évidemment des mécanismes. Ça, c'est une loi algérienne. Non, ça concerne tous les pays. La hiérarchie des normes, ça concerne tous les pays. Il y a une gouvernance mondiale qui se compose d'oligarques, donc pour qui l'argent n'a pas d'odeur, qui peuvent se sucrer avec n'importe quoi, de la drogue, des guerres, etc. Et si vous faites obstruction à leur programme, à leur projet, ils vous obligent, en utilisant la loi, à vous plier, disons, il vous oblige à obtempérer. Mais dans ce genre de loi, il y a toujours des échappatoires. Il y a toujours le deux poids deux mesures, il y a pas mal de choses. Par exemple, l'Indonésie, elle est inflexible en matière de trafic de drogue. C'est la peine de mort. C'est pas 30 ans ou 40 ans, c'est la peine de mort. Cette histoire de drogue ne fait qu'empirer, parce que c'est stratégique. Par exemple, la scopolamine, c'est la pire des drogues au monde. C'est la pire des drogues. Le crack, on l'appelle la drogue des condamnés à mort. Et il y a des drogues qui sont en train de détruire des pays, comme les États-Unis, comme le Canada. La fentanyl, par exemple, elle est en train de ravager le Canada. Et ce n'est pas leurs lois qui vont arrêter ça, parce qu'il y a des cartels, de grosses institutions qui veulent ça. Le FLACA, elle rend les Américains fous, carrément. Elle leur détruit les neurones. Le crack, la drogue des condamnés à mort. La xylazine, qui provoque des... Là, on tombe sur le sens du verset coranique. Elle provoque des abcès profonds, donc les dégâts sont physiologiques, qui remontent à la surface de la peau. Et c'est la drogue, on appelle la drogue des zombies. Il est en train de détruire les États-Unis. Pas seulement les États-Unis, elle est consommée ici en Algérie aussi. Oui, avec tout l'arsenal juridique des États-Unis, de la gouvernance mondiale, les moyens de coercition et de pression qu'ils ont, ils sont en train d'être détruits par la drogue. Ça veut tout dire. Ça veut dire que le problème de la drogue, c'est un problème de stratégie mondiale. C'est pas une affaire de chiffres c'est une stratégie mondiale. Il y a quelque part des forces occultes qui veulent détruire la planète et l'humanité. Et la planète, c'est connu. Par exemple, il y a un arbre qui est en train de disparaître du Cambodge à cause de ça. Parce que ses racines fournissent un produit de coupage. Même si la Chine est arrivée à le remplacer par des produits de synthèse, on continue à couper cet arbre. Oui. Donc, le moyen
qu'ils ont trouvé pour détruire l'humanité, c'est détruire le cerveau de l'être humain. Oui. Et c'est ça le moyen de Détruire le cerveau de l'être humain et détruire aussi ce qui peut être un garde-fou face à tout cela. Sa culture et sa foi, sa religion. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agisse de cartels nationaux ou internationaux, est-ce qu'on peut dire que le fait d'aller toucher, toucher la foi des plus jeunes et de leur faire subir l'invasion culturelle, que ce soit à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, tout cela va les amener à être plus faibles, justement, lors de situations qui peuvent arriver à n'importe qui et qui, donc, va peut-être les entraîner à aller toucher à la drogue ou à toute autre chose. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Avant d'essayer de répondre à votre question, j'aimerais rebondir sur deux observations pertinentes que vous avez faites vous-même et professeur Belmeki. La première, c'est que personne n'est à l'abri. La preuve, l'expression qui est généralement utilisée, même en Occident, c'est la descente aux enfers. Ceux qui se mettent à consommer des drogues et en deviennent victimes par addiction, on parle de descente aux enfers. Et chez nous, dans notre jargon algérien, tahf l'amiya. C'est-à-dire que c'est vraiment un rétrécissement du champ de la conscience où il n'y a plus d'échappatoire. C'est un engrenage. Le deuxième observation, professeur, celle relative au fait que la question, le problème ne peut être appréhendé que par une approche multidisciplinaire, par plusieurs aspects. La drogue, elle-même, c'est le grand fléau du XXIe siècle. Ça, tout le monde s'accorde à le dire. Les approches préconisées pour traiter du problème sont pluridisciplinaires, au sens où ça intéresse bien évidemment, c'est l'aspect sécuritaire, l'aspect juridique. Vous avez très bien fait référence à la nouvelle loi relative à la lutte contre la drogue et à la pénalisation du trafic. On sait que la consommation est un délit, mais le trafic devient un crime. Dès qu'on dépasse la norme des 10 ans de réclusion, on n'est plus dans le délictuel, c'est-à-dire la junha, on passe par la jinaya, on passe vers le criminel. Et ça a un but évidemment dissuasif. En plus du fait, bien sûr, de lutter contre le trafic de stupéfiants. La deuxième approche, bien sûr, est celle médicale de santé. On sait que la drogue est destructrice du point de vue de la santé. Oui. Dépression respiratoire, cancer du poumon, qu'on appelle le cancer le plus meurtrier aujourd'hui, en question de nombre déjà, ajouté à la cigarette, à l'alcool, etc. On a également la perte de mémoire. Il y a l'approche, en plus de l'approche médicale, il y a l'approche sociologique. On sait que la drogue, c'est la violence, c'est les réseaux de prostitution, c'est également la destruction des foyers, la destruction des familles. On a l'approche psychologique. Pour la drogue, c'est les dépressions, c'est la nervosité, l'anxiété, tout ce qui touche à l'agressivité. Et enfin, on a le volet éducatif, le volet économique. Une économie souterraine désastreuse. Une économie désastreuse. Aussi bien au plan micro que macro, au niveau des foyers eux-mêmes, qui se retrouvent détruits par le fléau de la drogue, qu'au niveau des États eux-mêmes. Les pertes économiques, que ce soit par rapport au coût de la santé déjà, au coût de la lutte contre la drogue elle-même, qui est très coûteuse. Et on en arrive bien sûr au volet éducatif et religieux et spirituel. La religion, bien sûr, qui s'intéresse autant ou traite des questions temporelles que spirituelles. Et bien sûr, depuis fort longtemps, la question de la hajisha, comme l'appellent les fuqaha, occupe une place prépondérante en droit musulman, dans la sharia. On a souvent tendance à penser que la drogue, c'est simplement une analogie qiyas du khamr. Or, c'est pas que ça. Ça va beaucoup plus. C'est pour ça qu'on dit c'est comme le khamr. C'est qiyas, c'est ijtihad. Non, c'est pas ça. Là, je vais juste vous citer cette citation d'Ibn Taymiyyah qui tombe vraiment à point nommé, qui dit « Al-hashisha min a'damil munkar wa sharrun min al-khamr » Et le plus grand des fléaux est pire que l'alcool. في بعض الوجوه, par certains aspects. Parmi ces aspects, يصعب الفطام عنها أكثر من الخمر. Elle crée une addiction dont on ne peut se détacher, contrairement à l'alcool.
Et encore là, Ibn Taymiyyah parle de l'hashisha à l'état naturel. Non, à l'état naturel. Là, on n'est pas en train de parler de tous ces comprimés. Là, on est au XIIe siècle. On est plus de 1000 ans là. Il parle de la hashisha et là, il s'insurge, il la considère comme étant une menace aussi bien à la spiritualité qu'à la vie, qu'à la société en général. Mais là, que peut-on dire alors des drogues dures, comme on les appelle, de la cocaïne, de ces produits vraiment mortels. À partir de là, pour comprendre la place un peu dans l'interdit des drogues, il faut revenir vers ce qu'on appelle en islam ad-daruriyat, al-kulliyat. On en a 5. La préservation de la religion, la préservation hifd al-nafs, de la vie, de l'intellect, l'aql, l'ird, l'honneur, et du patrimoine, de l'argent, le mal. Le khamr a été interdit, a été prohibé parce qu'il porte atteinte à l'intellect, l'aql. Alors même que les drogues ont un triple interdit, c'est-à-dire qu'elles portent atteinte au aql, à l'intellect, elles font perdre à la personne sa raison, elles portent atteinte à la vie, ne vous lancez pas dans cette descente aux enfers dont on a parlé, la tahluka, ça devient un analogue au suicide, l'intihab. Et le troisième, bien sûr, ça touche au mal, c'est-à-dire toutes les pertes économiques et la destruction des foyers du point de vue qu'on connaît. Mais, pour revenir un peu à votre question, mais pourquoi aujourd'hui, alors même que ce fléau existe depuis des centaines d'années, qu'il existe aujourd'hui partout dans le monde, là, on a l'impression que la société algérienne était à l'abri, en quelque sorte, de ce fléau. Comment expliquer ces dernières années cette recrudescence, alors même que ça ne touche pas que les milieux les plus défavorisés? Aujourd'hui, on a des jeunes, des plus jeunes, au niveau même du lycée, des universités, qui sont des classes sociales assez aisées, mais aujourd'hui qui se lancent dans ce fléau, qui y adhèrent. Là, pour essayer de traiter d'une question, comme on dit, un problème bien posé est un problème à moitié résolu. Il faut déjà poser les bonnes questions. Comment se fait-il que l'Algérie, qui, on ne sait pas spirituellement, culturellement, était à l'abri de ce fléau, même pendant la période coloniale? On sait la pauvreté dans laquelle l'Algérien vivait. On sait que, mais les Algériens, pendant 130 ans plus de colonisation, ils auraient pu songer à cultiver de l'herbe et à oublier les malheurs. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle le wazi ad-dini. Il y avait, or là, alors même que la pauvreté... Je ne dirais pas qu'il n'y avait pas... Parce que, bon, mais moins qu'aujourd'hui, ça a toujours existé. Justement, alors est-ce qu'on peut dire, la question que vous êtes adressée à tous les deux, est-ce qu'on peut dire que, lorsque vous parlez de la question de la foi, de l'oisier ad-dini, est-ce qu'on peut dire que la présence des hommes de foi n'existe pas vraiment dans justement ces milieux défavorisés ou non d'ailleurs, et puis peut-être que le message aussi ne passe pas, il y a un message peut-être qui est trop, la façon de le dire, je sais pas, il y a tellement de choses qui font que le message religieux n'arrive pas à passer. Peut-être qu'on ne parle pas le même langage, je ne sais pas. Je pense que le discours religieux en général, il est soit contrecarré par des moyens pas évidents, mais il est contrecarré. Donc on fait obstruction à ce discours religieux. Soit le discours religieux, il se base essentiellement sur la culpabilisation. Oui. Ça, c'est très... On ne peut pas aller vers quelqu'un qui consomme de la drogue et lui dire c'est de ta faute, c'est... Et la marginalisation. La culpabilisation et la marginalisation. Oui, avec tout ce qui s'ensuit. On n'essaie pas de comprendre cette personne qui consomme. Mais aussi, on n'essaie pas de comprendre, je parle des petits trafiquants. Parce qu'il y a des petits trafiquants qui sont aussi des consommateurs. C'est les petits dealers. Là, je ne parle pas des grands trafiquants. Là, on parle d'autre chose. Et généralement, vous n'allez pas les trouver en train de toucher à la drogue. Ils la vendent, mais ils ne la consomment pas. Mais les petits dealers, là, on peut aussi arriver à ces personnes-là. Mais il n'y a pas ce dialogue, il n'y a pas on n'essaie pas de les comprendre pour essayer de les sortir de ce milieu-là, que ce soit les consommateurs ou les petits dealers. Il y a un problème sécuritaire. Il faut être franc, il faut parler franchement. On ne peut pas parler de cette question si on n'est pas franc. Oui, non, c'est-à-dire qu'il y a un problème sécuritaire. Oui. Si vous déclarez la guerre à un petit dealer ou à un moyen ou un grand, on peut attenter à votre vie. Donc les gens, ils ont tendance à
se réfréner un petit peu. Parce qu'il y a des menaces. Ils ont leur méthode, les dealers, vous savez. Il y a leurs menaces. Ils peuvent, par exemple, vous balafrer votre fils entre la maison et l'école, rien que pour se venger. Si, par exemple, vous portez plainte ou les dénoncer. C'est-à-dire, il y a ces aspects sécuritaires et psychologiques. Il y a une guerre psychologique, quelque part. Il s'impose à travers une guerre psychologique. Mais, professeur Toualbi et vous-même, vous avez parlé du waz' ad-dini. Et à mon humble avis, c'est l'antidote le plus fort contre ces fléaux. Pourquoi? Parce que quand on arrive à saisir, donc à accepter le fait que la santé que Allah nous a donnée, la vie, le capital vie que nous a donné, c'est une amana, c'est un dépôt de confiance qui exige un sens de responsabilité très élevé. Si on arrive à responsabiliser, à sensibiliser les gens au niveau de ces diapasons, ils vont améliorer leur attitude envers ces fléaux. Par exemple, si quelqu'un considère que la vie que Allah lui a donnée, c'est un dépôt de confiance, il en est responsable, eh bien il va réfléchir plusieurs fois avant de la mettre en danger, avant d'attenter à sa vie. Comme vous avez dit, la descente en enfer et ce suicide à petit feu. Donc les gens, du point de vue de qiyam, de valeur, ils ont perdu leur échelle de valeur, justement. Avant, les Algériens, même sous la colonisation, ils avaient une meilleure perception de la vie et de la valeur de la vie que les Algériens d'aujourd'hui. C'est culturel. C'est culturel. Donc quelqu'un qui considère que la vie, c'est un hasard, un produit de l'évolution, etc. Il y a des aspects culturels et intellectuels qui rentrent en jeu. Donc quelqu'un qui se rallie aux thèses occidentales en ce qui concerne la vie, pour nous, c'est sacré. C'est un cadeau divin, c'est sacré. Et quand on respecte Dieu, on respecte ses cadeaux, ses présents. On les respecte, on en prend soin, on les défend contre les contingences, etc. Mais quelqu'un qui n'a pas la bonne perception de la divinité de Dieu, des bienfaits de Dieu, de la rahma justement de Dieu, par exemple, rien que l'esprit critique, l'aql que Allah a donné à l'être humain, c'est une rahma. Et normalement, ce aql devrait l'empêcher à tomber dans ce genre de piège. Mais les gens, je ne sais pas, on est atteint c'est généralisé, hein. C'est une paresse intellectuelle. Justement, professeur, ça nous renvoie vers la double interrogation du pourquoi. Pourquoi on en est arrivé là, c'est-à-dire comment ce waz' ad-dini dont vous parlez, cette conscience de la sacralité de la vie, cette conscience de la amana, cette conscience du dépôt. On dit que la amana, c'est ce corps lui-même, c'est une amana qu'il faut préserver. Pourquoi aujourd'hui, cette santé, pourquoi aujourd'hui justement, on a perdu cette conscience de la sacralité de la vie? Et justement, et également, ça nous renvoie vers le problème de l'envahissement culturel, au sens, c'est un double problème. D'un côté, on a l'impression que le discours religieux n'arrive plus, ne touche plus à nos jeunes. Parce qu'il est hors temps. Nos imams font un effort colossal dans leurs prêches, le wa'ad, l'irshad, sur les plateaux télévisés. Mais pourquoi on a l'impression qu'on est arrivé, l'MSS, que la parole ne touche plus nos jeunes? Mais parce qu'elle ne s'adresse pas, on ne parle pas le même langage. On ne parle plus Il faut parler le même langage. Il ne faut pas parler un langage du XIIe siècle. On ne peut pas parler à un jeune homme ou une jeune femme qui vit le XXIe siècle, qui vit dans les réseaux sur le langage du 7e ou du 8e. Bon, c'est pas possible. Ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Justement, et puis même l'aspect, il y a l'aspect aussi. Vivez votre temps, habillez-vous de la même façon, soyez proches de la société. Même les sahaba le disaient, Imam Ali disait, éduquez vos enfants d'une manière différente pour leur époque, car ils vivent dans une époque qui n'est pas la vôtre. Or, aujourd'hui, ces valeurs, la sacralité de la vie, c'est des valeurs universelles. C'est des valeurs atemporelles qui dépassent le temps. Mais la manière de les transmettre, c'est pour ça que là, il faut repenser nos méthodes éducatives. C'est-à-dire, à l'école, on a cette tendance
à essayer de transmettre par le discours. Or là, désormais, on dit que si vous voulez qu'un apprenant assimile le message que vous voulez lui transmettre, il faut qu'il arrive lui-même aux conclusions, sans que vous lui donnez le prêt-à-porter directement. Or là, c'est des méthodes qui sont développées dans les pays les plus en avance sur cette question. Il faut qu'il y ait une méthodologie d'apprentissage ludique, par des exercices, par des cas pratiques, justement où l'apprenant arrive à lui-même, ceci pour la drogue, à connaître les fléaux, par des scènes de théâtre, par des représentations, par des mouvements de secourisme, par des films, par des enregistrements. Ça n'existe pas. En même temps, pardon, j'ai mis sur ça, en même temps, on a un envahissement culturel par Internet, c'est-à-dire qui utilise à 200% toutes les potentialités de la technologie, et nous qui voulons contrer ce phénomène d'envahissement par des méthodes du 8e, 9e siècle. Ça ne marche pas. Il faut qu'on modernise ceux qui se veulent aller à l'encontre ou lutter contre ce phénomène de drogue ou beaucoup d'autres. Il faut utiliser les moyens technologiques d'aujourd'hui, les méthodes d'aujourd'hui et le discours d'aujourd'hui pour pouvoir toucher surtout nos jeunes. C'est un problème de culture, parce que ces sociétés dites musulmanes, parce qu'au niveau pratique, ça devient des rituels, de simples rituels répétitifs, sans pensée profonde, etc. Il y a un phénomène de déculturation et d'acculturation. Quand on veut détruire un peuple, on commence par lui détruire sa culture. Comment? Parce que vous avez parlé du pourquoi. Il faut aussi parler du comment. Quand on veut arrêter un fléau, on doit parler de la façon dont ce fléau s'est imposé et du pourquoi ce fléau a été... Parce qu'il n'est pas venu tout seul comme ça, ce fléau. Ça a été conçu et dirigé, ça a été planifié. Donc le comment et le pourquoi. On ne peut pas se contenter uniquement de comment et de pourquoi. Maintenant, là, l'acculturation et la déculturation, c'est-à-dire la perte de la culture originelle et son remplacement par une autre culture. On ne se pose jamais la question, est-ce que la culture de remplacement est positive ou négative? Prenez par exemple, parce que là j'ai parlé de stratégie mondiale, les gens qui sont derrière tout ça, cette dégénérescence et cette dégradation de l'humanité, parce qu'ils veulent détruire la planète et l'humanité. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont une méthodologie qui n'est pas visible, elle n'est pas traçable. Je vous donne un exemple. Quand vous regardez un programme télévisé quelconque, ne citons pas, d'accord, quand vous rendez compte que les acteurs obéissent à des critères imposés dans l'ombre. Par exemple, il faut que le tiers des acteurs soit homosexuel. Dans la réalité. Hein. Donc, c'est une façon... Fume, qui consomme de la drogue, le personnage principal va consommer de la drogue, etc. Donc, forcément... les consommateurs de drogue, les pervers deviennent des héros. Donc, on normalise ces choses. On les normalise dans l'espace et dans le temps. Et en plus, juste entre parenthèses, autrefois, il y avait un certain contrôle de ces films. C'est-à-dire qu'il y avait des âges, des heures où ces films étaient diffusés le soir. Or, aujourd'hui, avec les tablettes, les téléphones, on voit des enfants de 3, 4, 5 ans qui ont leur... sur YouTube, ou je ne sais pas, ils naviguent, ils regardent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, parfois sans aucun contrôle parental. Absolument. Et on se demande pourquoi il y a des fléaux qui apparaissent non plus à 20 ans, 25 ans, qui apparaissent à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Il y a également ce... Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'argent, il n'y a aucune résistance possible. Vous pouvez très bien dire, bon, légalement, ils vous disent, bon, écrivez sur le paquet de cigarettes que le tabac nuit à votre santé. C'est des fictions juridiques. Voilà, c'est des artifices juridiques. Quand vous voulez passer un film pas très recommandable, vous devez mettre l'icône, enfin le logo interdit au moins de 18 ans. Mais il passe, il y a des bébés de 4 ans qui vont le voir. C'est-à-dire que c'est des artifices juridiques, c'est pas sérieux. Et ils ont toujours les moyens de contourner leurs obligations. Parce que quelqu'un qui a un impact pareil sur la culture
mondial, mais c'est plus à l'échelle nationale, oui. C'est à l'échelle mondiale. Quelqu'un qui a un tel impact, il doit être contrôlé. Ces programmes doivent plutôt être soumis aux mesures juridiques du pays, mais pas du monde. C'est-à-dire qu'il faut renverser déjà la hiérarchie des normes. Il ne faut pas dire que la législation internationale est supérieure à la législation nationale, et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez des artifices juridiques pour Tahaffouz, par exemple, la réserve, vous paraphez avec réserve, et puis s'il y en a moins de 60, on ne tient pas compte de vos réserves. C'est des artifices juridiques qui font que ces projets et ces programmes de destruction massive fonctionnent très bien. Et il n'y a aucune chance de les contrecarrer ou de les freiner ou de les limiter. Oui. Ils foncent à pleine vitesse, ils font ce qu'ils veulent. Alors après, nous, on parle... le problème, c'est que Mme Yassef a raison, parce que, entre-temps, le discours religieux, qui est le meilleur garant de ce genre de dérive, eh ben, il ne porte plus. Pourquoi? Parce qu'il est mal conçu, il ne passe pas. Il se base sur la culpabilisation, mais pas sur la responsabilisation. Il se base sur d'autres valeurs matérielles, mais pas sur les valeurs spirituelles et morales. Et puis, il n'y a pas cette immersion des hommes de la religion, il n'y a pas cette immersion dans les quartiers, dans les sociétés, il n'y a pas de projets qui sont faits, etc. C'est-à-dire, ça se limite, excusez-moi, ça se limite au khutbat al-Jumu'ah ou alors à ces cours qui sont donnés avant le Jumu'ah ou après l'Asr. Non, désolé, la majorité de la société ne viendra pas peut-être au moment de l'Asr. Le Jumu'ah, oui. Mais peut-être au moment de l'Asr, ce n'est pas possible. Parce que les gens travaillent, parce qu'ils n'arriveront pas à temps, parce qu'ils ne vont pas... Il n'y a pas cette immersion au niveau des quartiers, au niveau de la société. Les hommes de foi sont là, derrière, pratiquement, excusez-moi, je ne parle pas de tous, évidemment, mais d'une façon générale, c'est ce qu'on observe. Nous vivons tous dans la société algérienne. Dans le monde de la mosquée, le monde du sacré. À l'intérieur de la mosquée. Non, il faut sortir. Le discours religieux, sortez, marchez dans les rues. Oui, le discours religieux est déconnecté. Il n'a plus d'emprise sur la société parce qu'il est déconnecté. Parce qu'on a oublié, professeur, le hadith, على رأس كل 100 سنة يبعث الله لهذه الأمم من يجدد أمر دينها. À l'orée de chaque siècle, Dieu envoie celui qui renouvelle le discours religieux. Mais le problème n'est pas est-ce qu'on est en train de faire non, le renouveler, c'est-à-dire renouveler par rapport aux méthodes d'enseignement, par rapport au langage, au dialecte utilisé. Aujourd'hui, on utilise le langage du 7e, 8e. Il faut parler. Mais ce n'est pas une question de langage. Le problème, c'est que un individu, c'est le produit d'un système sociétal. Ce système sociétal il ne se compose pas uniquement de la mosquée. Il y a la mosquée, donc l'institution religieuse, il y a l'usine, il y a l'école, le système éducatif. Il y a les stades, il y a les maisons de jeunes. Non, on parle de système constitutif d'une société. Par exemple, le système éducatif, s'il n'est plus en phase avec l'institution religieuse, eh bien, il va prendre le dessus, parce que c'est le système éducatif qui est officiel. L'institution religieuse, disons, elle est facultative. Ça dépend de vous, de croire ou de ne pas croire. Vous élevez vos enfants comme vous voulez. Donc, l'institution religieuse n'a pas l'autorité d'un système éducatif. Or, le système éducatif, il se range de plus en plus du mauvais côté. Parce qu'on est en train de le vider jour après jour, année après année, on est en train de le vider de sa substance éducative et culturelle. Ça devient une usine d'apprentissage de données techniques. Donc, on ne vous apprend plus à penser, on vous apprend uniquement à dépenser. On est plus dans le quantitatif que le qualitatif. Et le matériel. On veut donner la priorité aux sciences exactes, aux sciences rationnelles, aux dépens de ce qu'on appelle... Très importantes par ailleurs, mais aux dépens des humanités. Des humanités et des spiritualités. Or, il faut garder l'équilibre entre les deux. Les gens ne pensent plus, ils dépensent. C'est ça la nouvelle culture. C'est la culture de la dépense. Qui dit dépense, dit prédominance de l'argent. Et là, la drogue, elle vient très bien par la grande porte et tout devient normal. Donc c'est le projet sociétal
qu'il faut voir globalement. Et ça, le discours religieux, ils ne savent pas ce que c'est qu'un projet sociétal. Ils ont des commandements, hein, des trucs qu'on répète depuis 15 siècles, parce que ce n'est pas une question de 7e ou 8e siècle. Les principes, c'est les principes. Par exemple, le respect de la vie, c'est le respect de la vie. Ils sont universels et intemporels. Oui, intemporel et universel. Le respect de la vie, c'est le respect de la vie. Le respect de la santé, c'est le respect de la santé. Maintenant, on dit à quoi ça sert de mourir en bonne santé. Donc je bousille ma santé, parce que ça sert à quoi de mourir en bonne santé, puisque je dois mourir un jour. Alors, pourquoi mourir en bonne santé? À quoi ça sert? Hein? Parce que les gens ne croient plus en l'au-delà. Ils ne croient plus que ça fait partie de la dignité humaine. Ça fait plus partie de la dignité humaine de vivre en bonne santé, de se respecter soi-même, etc. Il y a une autre culture qui s'impose, c'est la culture de l'argent. On crée un panurgisme social, hein, on crée des troupeaux. C'est plus des peuples, des nations qui pensent, qui réfléchissent, qui sont détentrices d'histoire, de culture. Non, c'est des troupeaux de consommateurs. Et consommer de la drogue, c'est une forme de consommation. Parce que ça rapporte de l'argent, et les gens qui s'enrichissent avec ça deviennent de plus en plus importants et puissants. Et c'est très simple. C'est un mécanisme, un engrenage qu'on normalise à tous les niveaux de la vie. Donc il ne faut pas s'étonner. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Recommander des données. Justement, sur sa question précise, professeur, on a parlé du rôle de l'école. On a parlé des rôles, et on est en train de le faire, bien sûr, il faut en parler des médias, qui ont un rôle considérable à jouer. Mais il ne faut pas oublier également le rôle de la société civile, c'est-à-dire le rôle des associations. Il y a beaucoup d'associations qui font un travail considérable en ce sens. Mais là, nos autorités seraient très inspirées à essayer de les fédérer, à les intégrer dans le cadre d'une politique globale où ces associations elles-mêmes deviendraient une arme supplémentaire, mais réelle, avec une force de frappe réelle sur ces réseaux, tout au moins par rapport à la sensibilisation, par rapport à l'aspect éducatif, car les associations ont cette prérogative de pouvoir un peu être des passe-partout, contrairement à l'école. L'école, c'est vraiment l'école, la mosquée, c'est la mosquée. Or, les associations, la société civile, peuvent jouer ce rôle de religar, de passerelle entre le discours religieux et le discours éducatif, en abordant les salles des jeunes, en abordant les stades, en abordant... Il ne faut pas donc oublier ces... Très bien. Excusez-moi, professeur. Est-ce qu'il y a l'authenticité et la volonté authentique nécessaire? Tout devient... C'est un jeu, ce système associatif. C'est des jeux. Il n'y a pas la volonté authentique et réelle de changement et d'amélioration de la vie. C'est un jeu politique. Ça fait partie d'une opposition qui... Mais il y a beaucoup de gens de bonne volonté, professeur. Oui, on ne peut pas parler de la volonté des gens. Oui, mais on les empêchera, ces gens de bonne volonté, on les empêchera de former un contre-pouvoir. Justement, c'est à l'État de les aider, voilà. justement. Oui, là... Alors, s'il vous plaît, parce que là, on a parlé de la question de l'usage de la drogue. Il est important aussi de parler de la lutte contre le trafic lui-même, même si les deux sont indissociables et que la demande va dépendre de l'offre aussi. Maintenant, parlons, s'il vous plaît, de la question de la lutte contre le trafic lui-même. Vous avez évoqué, en tout cas pour l'Algérie, qu'une bonne partie de la drogue vient de nos frontières, d'une certaine frontière. Alors, j'ai essayé un petit peu de voir ce qui se fait à travers le monde, justement, lorsqu'il s'agit de lutte contre le trafic. Et la première question qui est traitée, c'est de très bien protéger les frontières à travers une bonne appréhension des routes de la drogue. Mais aussi, parfois dans certains pays, bien sûr, nous avons cette question de respect de la souveraineté des pays, mais parfois, dans certains pays qui sont attaqués par les réseaux de trafic, il y a cette question de travailler en amont, le plus en amont possible, et d'être plus offensif que défensif. Est-ce que vous pensez que, vu qu'en Algérie, par exemple l'année 2022, on a eu une augmentation de près de 500% de produits issus de la drogue, une augmentation de près de 500%. C'est énorme, en une année.
Donc, est-ce qu'il ne s'agit pas parfois, maintenant, essayer peut-être de réfléchir à la question justement d'être offensif? C'est pas dû au hasard. Hein. C'est des choses planifiées qui font partie de projets politico-financiers, hein, et même politico-militaro-financiers. Vous êtes contre la politique d'un pays puissant, et bien il vous détruit avec la drogue. Donc le crime de faire du dealing avec la drogue, ce n'est plus un crime de cartel ou de petits dealers ou de consommateurs. Ça devient des fois des crimes d'État. Il y a des États qui utilisent la drogue pour détruire d'autres États. Par exemple, le Noriega du Panama. Quand sa drogue était utile à un certain système politique, c'est pas la peine de le nommer, eh ben, il avait toute l'attitude de le faire. Dès qu'il a commencé à ruer dans les brancards, eh ben, on l'a enlevé chez lui et il est toujours en train de croupir dans la prison de ces kidnappeurs. Donc c'est ça le problème. Où commence et où finit cette responsabilité et cette criminalité de la drogue, de psychotropes? Vous pouvez arriver à un État. Un État, un État d'abord c'est souverain. À des hommes dans les États. Oui. Un État c'est souverain. Un État c'est. Parce qu'on ne peut pas dire État. Je pense que c'est. Enfin, parfois, oui. Oui, l'État c'est une personne morale. Peu importe qui est en train de l'animer à l'intérieur. Vous y mettez des gens honnêtes, ça devient un État honnête. C'est pour ça qu'on parle de sanctions contre les États en droit international. Oui. Les sanctions économiques. Oui, mais ces sanctions, est-ce qu'elles sont légitimes ou pas? Est-ce que c'est des sanctions justes et équitables, ou alors c'est des mesures de rétorsion? Mais même c'est la principale critique adressée au droit international, c'est deux poids, deux mesures. Vous avez des États forts qui se comportent comme les gendarmes du monde et font ce qu'ils veulent, et d'autres il suffit qu'on considère qu'ils ont un peu trop bougé, qu'on les sanctionne. Il ne faut pas oublier que l'Afghanistan a été envahi pour son opium. Oui, entre autres, oui. Il ne faut pas l'oublier, ça. Parce que l'opium, c'est une valeur chimique pour le Big Pharma, l'industrie pharmaceutique mondiale. Mais c'est aussi une arme de destruction massive. Donc, stratégiquement, entre guillemets, c'est justifiable. Parce que la géostratégie, c'est quoi? C'est l'application par voie militaire d'une géopolitique donnée. Et là, Madame Messi, vous nous renvoyez vers ce qu'on appelle les théories de défense. Il y a deux théories de défense essentielles. Celle qui consiste à attaquer l'éventuelle menace pour se préserver, c'est essentiellement la théorie américaine qui, dès qu'elles se sont menacées, même sur cette question des drogues, s'il y a eu un trafic de drogue en utilisant le dollar américain dans n'importe quel pays au monde, les États-Unis d'Amérique se considèrent juridictionnellement compétents parce que leur monnaie a été utilisée. Et il y a la deuxième méthode qui est plus l'algérienne, c'est la théorie du souverainisme. C'est-à-dire qu'on respecte les souverainetés de l'État, l'Algérie ne va jamais au-devant des conflits, mais en même temps, c'est intéressant à considérer que l'Algérie, un moyen très intéressant qui est cette dernière période développée, c'est celui de l'aide au développement. La dernière annonce qui a été faite par le président de la République, c'est d'octroyer plus de 1 milliard de dollars d'aide aux pays africains, c'est-à-dire de sécuriser nos frontières, non pas en envoyant ou en allant devant, mais d'aider au développement. Car ces fléaux, par exemple, comme la drogue ou autre, se nourrissent essentiellement de la pauvreté, se nourrissent du manque de développement. C'est d'aider les pays voisins à se développer, en les aidant à se développer, on se protège nous-mêmes. Ou de les aider à lutter contre le trafic de drogue. Ou à les aider à lutter contre... S'ils le veulent. S'ils le veulent et à leur demande. Parfois, ils le veulent là, pas. l'Algérie peut les aider sécuritairement, on peut les aider, ce qu'on appelle la notion de coopération. La coopération sécuritaire, la coopération économique, la coopération, c'est pour le développement. Et justement, c'est, brièvement résumé, l'approche algérienne. C'est d'aider le voisin, c'est d'aider nos voisins sans jamais interférer dans leur politique intérieure. Je pense réfléchir aussi aux pays qui ne veulent pas, qui nous inondent, à trouver une solution.
parce que nous nous retrouvons dans une situation désastreuse et catastrophique. Bref, il y a une autre question, parce que je pense qu'on n'a pas assez de temps pour traiter de tout. Il y a la question aussi, dans la lutte contre le trafic de drogue, il y a aussi cette question de confiscation des produits financiers et du trafic, et de trouver le moyen de lutter justement contre le blanchiment d'argent. Parce que lorsqu'on parle de trafic de drogue, on parle énormément de blanchiment d'argent. Donc il s'agit de détecter le plus tôt possible les avoirs et les patrimoines. Absolument, oui. Oui. Et réinjecter l'argent confisqué dans les canaux qui aideraient justement les catégories sociales défavorisées. C'est-à-dire que c'est une façon de remettre l'équilibre, de rétablir l'équilibre. Mais pour rebondir un peu sur la politique algérienne, la politique extérieure algérienne, elle est formidable. Nous avons nos principes, nous avons notre façon de résoudre ou de traiter des problèmes internationaux qui sont basés sur la non-ingérence dans les affaires d'autrui, et aussi, comme vous avez dit, la coopération et non. Parce que le contraire de coopération, c'est quoi dans le monde politique, économique, etc. C'est la concurrence. La concurrence. L'autre mot pour dire concurrence, c'est... bon, il m'échappe. C'est-à-dire que quand dès le départ, vous considérez votre partenaire ou votre voisin comme un ennemi ou comme un adversaire, vous n'allez pas coopérer avec lui, vous n'allez pas avoir envie de coopérer avec lui. Vous allez plutôt être méchant, vous allez être destructeur, etc. Parce que ce pays qui ne veut pas coopérer sur d'autres bases culturelles, religieuses, identitaires, eh ben, il a ses propres intérêts à défendre et à imposer. Et c'est ça ce que l'Algérie ne fait pas. L'Algérie, elle aide plutôt ses voisins à sortir des ornières, elle aide à résoudre les problèmes à leur source, à l'origine, etc. Mais, comme on dit en arabe, c'est ça le problème. Donc, c'est une question d'efficacité aussi. Et l'Algérie, ce qui me plaît aussi dans la politique algérienne, en Algérie, on ne croit pas à l'immunité. Il n'y a pas d'immunité étatique ou n'importe quoi. Un État voyou, un État criminel est un État criminel, c'est tout. Bon, on n'a peut-être pas les moyens de le stopper dans sa politique, mais on ne la subit pas. Nous avons notre façon de ne pas la subir. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Je voudrais juste rajouter que dans la lutte contre le trafic de drogue, il y a aussi la préconisation de créer des indicateurs d'activité plus précis pour mieux mesurer l'efficacité des services. Absolument. Surtout que l'indicateur des quantités saisies semble avoir déjà montré sa limite. Voilà, donc je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.